Maintenant, la situation économique, on commence à ressentir en fait certaines tensions économiques. Depuis, bien avant que le Covid vienne, déjà on ressentait un peu. Pendant le Covid, on a bien senti. Et puis là, on commence à le sentir spécialement dans le chef des agents de l'État, et plus spécialement de l'armée. On a vu quelques soubresauts. Qu'est-ce qui se passe? Je dirais que la situation économique actuelle est inhérente au choc dû au coronavirus. C'est une situation mondiale. Il n'y a pas que la RDC qui est touchée. Tous les pays du monde sont touchés par cette crise sanitaire. Et je peux, en tout cas à mon avis, dire que c'est normal que nous ayons des tensions ici et là. Et ces problèmes qui sont isolés ont été résolus en reconnaissance. Vous avez parlé de militaires. J'ai suivi les porte-paroles de nos forces armées qui a affirmé à travers les médias de la place que les militaires qui manifestaient sont ceux qui étaient absents lors du contrôle biométrique, qui avaient pour objectif de maîtriser les effectifs et pouvoir payer de vrais militaires, parce qu'il y avait, selon ces mots, il y avait de fictifs, des militaires fictifs. Et ces militaires-là étaient absents lors de ces contrôles. Et la situation a été par la suite résolue par la hiérarchie militaire de nos forces armées. Alors, il y a eu encore des tensions au niveau du ministère de budget et celui des finances, évidemment. Ce qui s'est passé, c'était par rapport à un reliquat. Le fonctionnaire avait touché leur salaire et ce problème-là avait été résolu. Dire que c'est une défaillance économique, c'est vraiment pas bien présenter les choses. Nous reconnaissons qu'il y a un problème, mais que le président de la République, ensemble avec notre gouvernement, est en train de faire des efforts considérables pour améliorer le quotidien de nos fonctionnaires en général et de militaires en particulier. Sur la partie économique, cher monsieur, vous avez quelque chose à rajouter? Non, mais bon, à la suite de ce que vient de dire le président Fleury, moi je pense qu'il faudrait également, mais ça il faut vraiment préciser, c'est que les tensions économiques de notre pays, c'est depuis très longtemps. À chaque fois qu'on réfléchit à ça, il ne faudrait jamais oublier que le président Tshisekedi arrive au pouvoir en 2019. Et après, quand il arrive au pouvoir, il y a eu tout ce qu'il y a eu. C'est anormal que dans une république, on ait de ministres qui, au lieu de rendre compte directement au Premier ministre, ensuite au président de la République, mais de gens qui vont se fier à une certaine autorité morale. Mais on a décrié ça dernièrement dans France Grise, on a décrié ça, on a toujours dit qu'on n'était pas d'accord avec cet état de choses. C'est-à-dire que les gens doivent avoir un comportement républicain, ils doivent penser la République, et on ne pense pas la République quand on est ministre, on ne doit pas penser la République d'abord en pensant les intérêts de sa famille politique, d'abord en pensant rendre compte à une certaine autorité morale, Dieu le Père soit-il. On a vu, vous avez dit, on a vu de militaires qui ont manifesté tout ça. Ce sont des choses qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, ce sont des choses qu'on ne voyait pas il y a 5 ans. Encore très près de nous, ce sont des choses qu'on ne voyait pas il y a 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des paroles qui se libèrent. Mais pourquoi la parole se libère? Parce qu'il y a une certaine assurance. Le gouvernement, c'est-à-dire le premier gouvernement, c'est le président de la République, il donne une certaine assurance au peuple. Et les gens, justement, se sentent à l'aise de revendiquer. C'est leur droit le plus primaire, le premier de leurs droits que la Constitution leur offre, c'est de revendiquer sans avoir en retour des répercussions. C'est-à-dire, je suis fonctionnaire, je peux revendiquer parce que je ne suis pas content et je n'aurai pas peur de le faire parce que derrière, on pourrait me renvoyer de mon emploi. Et aujourd'hui, c'est possible. Il y a 5 ans, ce n'était pas possible. On aimerait justement que les gens également, à chaque fois, aient en tête cet état de choses-là. Donc, c'est vraiment pour dire que la démocratie devient de plus en plus effective depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir. Mais la parole, c'est hyper. Parce que le gouvernement qui est, en guillemets, un peu à ce niveau-là, il a besoin justement que ceux qui sont à ce niveau-là s'expriment pour qu'ils comprennent la direction qu'il est en train de prendre avec le pays. Et la parole qui se libère, c'est très important. Ça permet justement au président de la République de recadrer s'il y a des choses à recadrer et d'avancer. Très bien, c'est complet, mais la parole qui se libère, c'est bien, sur le plan politique, sur le plan social, mais sur le plan économique,
sur le plan économique, si vous devez chiffrer les enjeux économiques actuels, à quel niveau de croissance estimez-vous que vous aurez atteint l'objectif ou que vous en approchez? Parce que le défi que nous avons aussi, nous avons un défi politique, mais maintenant on a un défi économique. Et les réactions qu'on a sur le terrain aujourd'hui, c'est par rapport au défi économique aussi. La parole se libère, d'accord, mais sur le plan économique, on attend beaucoup. Mais comment vous chiffrez les enjeux économiques actuels? Quand vous voulez qu'on parle de chiffres, alors parlons-en. Analysons d'abord l'existant. D'accord. Parce que j'entends les gens dire que les années Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir sont des années sombres, noires, et qu'il n'y a jamais eu autant de mauvaises choses dans la gouvernance du président Félix qu'avant. Je crois que cet état des choses n'est pas vraiment vrai. Le président de la République arrive au pouvoir au début de 2019. La République démocratique du Congo, durant cette année 2019, réalise une croissance économique de 4,4% contre une croissance moyenne africaine de 3,4%. Ce qui veut dire que la RDC en 2019 était au-delà de la moyenne africaine. En 2020, nous réalisons, suite à tout ce qu'il y a eu, suite au coronavirus, suite à la crise sanitaire, nous réalisons une récession de 1,7%, si je ne me trompe, contre 3,3% au niveau de l'Afrique subsaharienne. Il faut que les Congolais le sachent. Parce que la façon dont les choses sont présentées à travers les médias laisse croire que la République démocratique du Congo est le dernier pays sur la liste en matière économique. Je crois que cela n'est pas vrai. Mais je sais aussi qu'il faut fournir beaucoup d'efforts car notre PIB par habitant est le plus faible, parmi les plus faibles au niveau africain et mondial. Il faut que nous puissions fournir beaucoup d'efforts pour que nous puissions donner à toute la population les fondamentaux dont elle a besoin pour sa survie. Alors, en ce qui concerne l'avenir, nous, en tout cas au sein de la force crise, nous pensons qu'il faut que notre pays arrive à atteindre une croissance à des chiffres. Et il faut des efforts considérables. Il faut que les gens, surtout ceux qui nous gouvernent, puissent se mettre en marche. Aujourd'hui, ce qui se passe, moi je dirais que ça me dépasse. J'ai regardé les condensés d'informations que la Banque centrale publie toutes les semaines. À la semaine 52 de l'année 2020, le niveau de nos investissements ou de nos dépenses à capital s'est chiffré à 6 millions de dollars. Permettez-moi de rire un petit peu. Soit un taux d'exécution budgétaire de 0,2%. C'est-à-dire que le budget qui avait été prévu pour les investissements a été exécuté à hauteur de 0,2%. Alors que les dépenses de fonctionnement des institutions ont été exécutées à hauteur de 105%. C'est-à-dire qu'on est en dépassement. Et à ce moment-là, je me pose la question de savoir ce que nous voulons vraiment faire de notre pays. Je suis conscient que les recettes que nous réalisons ne nous permettent pas de payer les salaires et dégager un reliquat qui nous permettent d'investir davantage. Les actions que nous pouvons entreprendre sont entre autres la réduction du nombre de ministères que nous avons. Il faut commencer à réduire parce que ça bouffe le budget. Ça bouffe le budget. Je viens de vous dire que si je dois chiffrer ça, ça fait exactement la somme de recettes de la DGI et de la DGRA. Bien que pour payer, ça c'est pour payer les salaires. Oui, mais pour le fonctionnement des institutions, ça vous fait la somme
des recettes de la DGRAT. Il faut que ça change. On doit inverser les choses. Nous devons orienter le peu que nous arrivons à mobiliser vers l'investissement. C'est alors que nous contribuerons à la croissance. Vous anticipez un peu la question suivante, qui était de demander quels étaient en fait les outils que vous comptez mettre en place pour améliorer en fait la gouvernance du pays. Bon, vous êtes un peu dedans, mais j'aimerais que vous puissiez un peu étayer là-dessus, en rentrer un peu dans ce domaine, pour nous expliquer force grise en tant qu'entité intellectuelle dans le cadre du l'UDEPES. Qu'est-ce que vous voyez comme outil de gouvernance qu'on peut mettre en place pour faire avancer la cause, parce que vous déplorez certaines choses qui sont vraies quand on regarde les chiffres, mais encore, quelle est votre position là-dessus? Cette question, elle est bonne. On aime bien cette question. Le premier outil, à notre sens, c'est d'abord la gouvernance juridique. Pourquoi c'est le premier outil? Parce que depuis toujours, il faudrait rappeler que Force Grise œuvre au sein de l'UDPS. Et le leitmotiv de l'UDPS depuis toujours, ça a été, et ça a toujours été, l'instauration d'un état de droit. L'état de droit, c'est capital. L'état de droit, ça veut dire qu'on vit dans un état où la loi est supérieure à tout le monde, où la règle de droit s'applique à tout le monde, peu importe qui on est, qu'on soit président de la République, première dame, premier ministre, député, citoyen lambda, ou le cordonnier du coin qui revoit ma chaussure quand elle est abîmée, la loi s'applique à tout le monde et de la même manière. Donc cette gouvernance juridique, c'est très important et c'est un élément capital qu'on doit mettre en place et c'est ça qui va orienter justement le fonctionnement de tout le reste. Donc la gouvernance juridique, elle est très, très importante. Je voudrais dire qu'on lutte contre la corruption. La corruption et les détournements de fonds sont, à notre avis, des crimes, mais des crimes contre l'humanité. C'est vraiment des graves crimes.